Cette semaine à Hockey le Magazine, on vous présente un reportage sur un événement de la Fondation Le But avec Pierre Gendron qui vous sera présenté en direct du HBLL à Mirabel. On aura nos segments hebdomadaires avec le trio hockey et Collecte Édition, une entrevue avec Zachary Aymon, également gardien des Lions de Trois-Rivières. Et on vous propose pour la première fois de la saison nos segments avec Accès Physio qu'on retrouve cette année avec grand bonheur. Vous reconnaissez Stéphane Fournier, propriétaire de Accès Physio. Stéphane, beaucoup de capsules, beaucoup de contenu encore cette année avec vous. Une 5e saison ensemble, Jasmin. On va se parler de toutes sortes de choses. J'amène des nouveaux collaborateurs cette année, des employés physiothérapeutes, nos associés, bien sûr, d'Accès Physio, vous connaissez déjà. On va se parler de commotion cérébrale, on va se parler de blessures, de chirurgie, de comment conseiller les gens à s'échauffer, par exemple, avant un événement de hockey. Tous ces sujets pour orienter les gens dans leurs blessures, leur réadaptation. Stéphane, on est heureux de vous avoir encore une fois avec nous cette année. Merci beaucoup. Bonne émission. Plaisir. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau et par la plus grande dynastie. En vente partout dès le 21 novembre. Hockey le Magazine se retrouve cette semaine du côté de Mirabel au centre de deck hockey HBLL pour un événement caritatif auquel on a assisté au cours des dernières années. Vous reconnaissez à ma gauche Pierre Gendron qui est à la tête de la fondation Le But avec Pierre Gendron qui permet de rendre le hockey plus accessible aux jeunes défavorisés. Pierre, au cours des dernières années, on a vu un événement de 21 heures de deck hockey. Cette année, vous avez condensé l'événement à 12 heures de deck hockey, mais c'est encore une fois une grande journée pour vous et je suppose que ça doit être plaisant de se retrouver pour une 3e année de suite ici. Ah, exactement, très privilégié de pouvoir faire ça pour une 3e année. Puis on est passé de 21 heures à 12 heures parce que le lendemain, le dimanche, quand on arrivait à la game des célébrités, il n'y avait plus de jus dans le tank. Puis on avait de la difficulté. Puis de nuit, même de trouver des équipes pour jouer contre, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas des grands élus qui voulaient jouer dans la nuit. Donc c'est notre première édition de 12 heures. Puis à date, c'est un franc succès. Justement, Pierre, parlons-en un peu de comment se passe cette journée-là. Tu l'as effleuré, les équipes s'inscrivent pour affronter votre formation. Il y a un match de célébrité aussi. Vous êtes lié cette année à Maxime Talbot, qui est ambassadeur de l'événement aussi, Pierre-Luc Dubois, je crois également. Ouais. Parle-moi de comment cet événement-là s'est organisé cette année. Bien, c'est quelque chose qui s'organise sur l'année au complet. Puis cette année, Max Talbot, qui a fait le défi de célébrité l'année passée, a trippé sa vie. Fait que cette année, si jamais tu as besoin d'un président d'honneur, mais hein? C'est une offre qui se refuse pas. Exactement. Fait qu'on on l'a pris au mot. Puis on s'est associé avec Max depuis le début. C'est quelque chose qui s'organise quasiment sur l'année au complet, le fun, les activités de levée de fonds. Puis, mais non, on est bien contents. À date, le turn-on est très bien. On est plein, on est sold out. 36 équipes qui vont jouer contre nous autres sur 3 différentes surfaces. On a 3 équipes. On a l'équipe Napper, l'équipe Sport Rousseau, l'équipe de l'Armada cette année qui s'est joint à nous. Donc, gros succès. 3 surfaces qui vont jouer 12 matchs chacun. Plus, on finit ça avec un match de célébrité vers 7 heures. Puis après, on espère que ça va être le party puis tout le monde va avoir du fun ensemble. On va en profiter. Pierre, de manière générale, parle-moi de comment se passe la Fondation. Je crois savoir que ça fait quelques années maintenant. Vous avez amassé des sommes toujours plus hautes à chaque année. Mais au cours de l'année, vous ramassez aussi beaucoup d'argent qui permettent justement de rendre le hockey plus accessible aux jeunes. C'est un sport qui n'est pas nécessairement toujours facile d'accès au niveau monétaire pour des familles plus défavorisées. Non, exactement. À vrai dire, la Fondation fait 2 choses. À l'année longue, on ramasse de l'équipement usagé dans les points de vente qui sont dans les points de vente des Sports Rousseau. Donc, dans chacun de mes magasins, on a une grosse poubelle où le monde vient de porter leur équipement usagé. Nous, on le lave, on le traite. S'il est encore en bon état, on va le réutiliser. On va le donner dans les écoles, dans les associations d'hockey mineur pour leur donner une 2e vie. Et ça, c'est la première activité de la Fondation. La 2e, annuellement, on fait cette activité de levée de fonds-là, qui est le 12 heures de deck hockey, et aussi plein d'autres activités de levée de fonds que les magasins font pour participer à cette 12 heures-là. Tout ça s'en va dans un pot. Si on est chanceux cette année, on va essayer de battre la marque de 200 000 $. Puis peut-être tout 100 % de cet argent-là, elle est redistribuée pour aider les jeunes qui sont dans le besoin à payer leurs inscriptions dans le hockey, que ce soit le hockey mineur, que ce soit leur hockey scolaire, et ou les aider avec de l'équipement sportif.
L'an dernier, Pierre, lorsqu'on s'était rencontrés, tu avais mentionné qu'un des buts que tu avais, c'est de faire connaître davantage la Fondation. C'est-à-dire que les gens sachent que c'était possible de faire affaire avec vous, si on peut l'appeler ainsi. Est-ce que ça a progressé au cours de la dernière année, ce côté-là? Oui, le Back to Hockey, les mois de août, septembre, on a eu un petit peu plus de visibilité. Puis on a fait des associations assez le fun dans l'année aussi avec ce qui me passe par la tête, Aléo, une belle fondation qui est l'ancienne fondation d'athlètes par excellence, que j'ai bénéficié, moi, comme athlète dans le temps quand je jouais au hockey à McGill. Fait que c'est une fondation qui est quand même assez super, ce qu'ils font. Fait qu'ils nous ont aidés. Puis en ayant une permanence, puis en ayant beaucoup de visibilité, puis une structure, ils nous ont publicisé. Fait que c'est le genre d'initiative qu'on a essayé de faire pour rayonner un peu plus, faire connaître la fondation lebut.com pour que les gens qui sont dans le besoin nous sollicitent, puis on puisse aider le plus de monde possible. On est un petit peu plus connus, mais on a encore de la place. On a encore de l'argent fundraisé des dernières années qui demande juste à être distribué à des jeunes petits Pierre Gendron qui sont dans le besoin. Bien, ça nous fait plaisir, nous, comme Hockey le Magazine, d'être là aujourd'hui puis de pouvoir peut-être aider les gens à connaître cette fondation-là. Il y a une autre chose que vous avez fait aussi au cours des dernières semaines. Je crois savoir, au mois de septembre, dans un magasin Sport Rousseau, justement, vous avez fait une première remise de bourse que vous avez remise à certains jeunes. 30 000 si je ne me trompe pas, en bourse. Parle-moi de ce côté-là de la fondation aussi. Oui, mais c'est justement en ayant la Fondation d'athlètes par excellence, nouvellement appelée Aléo. Ils sont venus dans mon magasin, puis ils ont sélectionné une quinzaine de jeunes qui étaient dans le besoin. Puis on a remis à chacun d'eux, dans notre magasin, un aide de 1 500 par personne. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis ça a super bien été. Puis ça nous a justement... Ça a généré plein d'autres appels puis d'autres trafics sur notre site web de fondationlebut.com. Fait que c'est le genre d'activité. Ce que vous faites pour nous, c'est priceless. Là, ça n'a pas de prix. Parce que le but, c'est le fun de fundraiser de l'argent, mais c'est d'être capable de faire la différence dans la vie des jeunes. Fait qu'on touche du bois puis on veut que ça continue. Puis je pense qu'avec le temps, le monde va nous connaître de plus en plus. Puis plus on va nous connaître, plus que le monde va donner, plus on va être capable de faire la différence. Pierre, j'ai aucun doute que les gens vont apprendre à vous connaître. Félicitations pour ce que vous faites. Ça nous fait plaisir d'être ici pour une 3e année de suite. Je te laisse prendre une gorgée d'eau, un petit peu, une bouteille d'eau, parce que je pense que tu as une grosse journée qui s'en vient de décaquer devant toi. Merci d'avoir été là, Pierre. Merci beaucoup. C'est grandement apprécié. Merci. Salut les boys! Hey, salut Alex! J'ai reçu cette carte Synergie-là dans un paquet cette semaine. Oh, cool! Je les aime bien, les synergies. Tu as plusieurs raretés différentes. Tu vas avoir les bleues, les vertes. Hey, je remarque que tu portes le 12 là-dessus. Ouais, c'est la première fois que je pouvais choisir mon numéro à Tempa, donc j'avais choisi le 12 au lieu du 60. Ouais, puis c'est cool qu'ils aient mis à jour aussi leurs photos pour tes cartes. C'est vraiment nice. Ce qui nous amène à la question de la semaine. Quelle est ma carte la plus rare dans la série Synergie? A. Celle numérotée sur 99. B. Celle numérotée sur 22. Et C. Celle numérotée sur 50. La réponse après la pause. Avant la pause, on vous demandait quelle est ma carte la plus rare dans la série Synergie. La bonne réponse est B. Celle sur 22, mais pourquoi sur 22? Pourquoi sur 22? Parce que, comme Pierre disait tantôt, il y a plusieurs parallèles différentes des cartes. Mais celle sur 22, particulièrement dans Synergie, c'est que ça va y aller sur la numérotation de l'année pour tout ce qui est les recrues qu'ils vont avoir faites dans ce set-là. Fait que ça rend les recrues beaucoup plus rares, plus difficiles à trouver. Fait qu'évidemment, le produit est populaire à cause de ça. Ah, c'est intéressant. Merci les boys. Nous, on se revoit la semaine prochaine. La chronique physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On est cette semaine à la clinique Accès Physio avec Raphaël qui est avec nous pour parler de traitement dans les premières minutes qui suivent une blessure. Raphaël, corrige-moi si je me trompe, du plus loin que je me rappelle, lorsque moi-même je jouais au hockey, s'il arrivait une petite blessure, un incident, on se faisait souvent dire « mets de la glace », puis ça va aider déjà. Est-ce que c'est encore la bonne manière de faire? Oui, tout à fait, Jasmin. En fait, on a longtemps utilisé l'acronyme RISE pour nous aider dans la gestion des premiers soins suite à une blessure. RISE qui représentait le repos, ice, la glace, la compression et l'élévation. Les nouvelles découvertes, les nouvelles connaissances des dernières années nous ont amené à évoluer notre approche, notamment pour améliorer la guérison des blessures à moyen et long terme. Donc, on en est venu à un nouvel acronyme qu'on appelle le Peace and Love. Est-ce que c'est vraiment ça le nom de l'acronyme? Tout à fait, tout à fait. Je vous le présente. Le P, pour commencer, on parle ici de protection. Donc, on veut éviter toute activité qui va augmenter la douleur dans les premiers jours. Ensuite, E pour élévation, qui était aussi dans le RISE.
tout à fait de mise en corps. C'est important de soulever le membre blessé plus haut que le cœur. On veut favoriser un retour veineux pour minimiser l'enflure. Ouais. Ensuite, le A pour les anti-inflammatoires à éviter. Fait un petit peu une évolution des connaissances. On a placé la lettre pour qu'elle fonctionne avec le mot à ce moment-là. Oui, exactement, exactement. On l'a modifié un peu pour minimiser les anglicismes, mais justement, les études récentes nous ont permis de voir que les anti-inflammatoires peuvent compromettre la guérison des structures à moyen et long terme. Donc, justement, à moins d'avoir une grosse inflammation, si on est capable de les éviter, c'est mieux. Mais par contre, ça peut être notre allié avec une grosse inflammation. Par contre, la glace peut tout à fait être de mise en corps pour nous aider dans ces premiers moments-là à gérer la douleur. Elle reste quand même recommandée, la glace. C'est d'en faire une utilisation qui est peut-être différente un peu avec ce que tu nous expliques. Exactement. Judicieuse, suffisamment pour gérer la douleur. Je te laisse continuer avec le C. Oui, le C, compression, qui était également au niveau dans le RICE, exactement. Donc, on peut se servir de bandage élastique, de taping compressif pour minimiser encore les gonflements, l'enflure. Ensuite, un autre E pour éducation. Important d'être bien éduqué en termes de gestion, les bonnes pratiques pour gérer les blessures. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec ces capsules avec Accès Physio. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, on tombe au LOVE. Pour le L, on parle de load. Donc ici, on va parler de la quantification du stress mécanique qu'on va imposer sur la structure qui a été blessée. Ça veut dire qu'on va vouloir y amener du mouvement, imposer une certaine mise en charge sur la structure très progressivement pour l'aider à évoluer, à améliorer sa tolérance. Donc, c'est important ici, par contre, qu'on demeure sous le seuil de tolérance de la structure. Votre physiothérapeute va être un allié important à ce moment-là pour vous aider à planifier le tout, à vous aider à progresser dans les étapes. Ensuite, on tombe au O. Encore là, on sort un peu des sentiers battus de ce qui était RICE. On parle d'optimisme ici. Donc, le côté de l'état psychologique qui est très important dans la guérison des blessures. On veut avoir une belle attitude confiante, positive, conditionner notre cerveau à avoir une belle guérison. Le V ensuite pour vascularisation. Ça va être important de demeurer actif du mieux qu'on peut pour aider à irriguer les structures qui ont été blessées pour favoriser une guérison. Également pour garder un bon métabolisme, pour garder la forme, favoriser un éventuel retour au jeu. Et finalement, un dernier E pour exercice, qui résume un peu. Avec une approche active, on veut favoriser un maintien de la force, la mobilité, la proprioception. On vient de voir pas mal tout l'écosystème d'un retour au jeu après une blessure. Je suis curieux quand même de te demander, Raphaël, comment se passe la transition pour un physiothérapeute? C'est-à-dire, on avait une technique qu'on connaissait, RICE, qui était éprouvée, je suppose, depuis plusieurs années. Comment on approche la nouvelle réalité ou les nouvelles tendances que vous avez pu connaître dans votre métier? Tout honnêtement, je pense que ça se fait naturellement parce que c'est justement notre approche qui a évolué, notre approche clinique qui a évolué au cours des dernières années, qui a amené à changer l'acronyme. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui se fait très bien, qui était déjà un peu des pratiques usuelles, puis qui nous a amené structuré pour les créer. Exactement. Raphaël, merci beaucoup. Merci à toi. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous, ici Pierre Gervais, en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste hockey. Éric, cette semaine, on a encore des bâtons qui sont notre vedette, 3 modèles différents de 3 compagnies différentes. Tout à fait, Pierre. On a tellement de choix en magasin, tellement de bâtons différents qu'il fallait en choisir seulement 3 pour la deuxième chronique. Puis on a quand même 3 bons choix pour cette chronique. Puis, parlant des bâtons, des fois, ça va loin, hein? Tu sais, je me rappelle, moi, chez Weber, qui avait un bâton Bauer, puis à tous les ans, on sait que ça change de modèle, ça change de couleur, ça change de graphique. Ouais. Chez était incapable de s'ajuster son œil au bâton de graphique. Il était incapable. Donc, ma dernière année avec le Canadien, il a fallu que je commande comme 15 douzaines de bâtons Bauer de ce graphique-là pour que Shea puisse terminer sa carrière. Ça faisait pas l'affaire de Bauer, c'est sûr, parce qu'ils me mettent davantage leur nouveau graphique dans les magasins. Mais il était compréhensif, puis Shea a pu terminer sa carrière avec ses vieux graphiques.
Alors, on commence justement avec le Proto Air de Bauer. Exact, le Proto Air. Donc, on a 2 bâtons, mais c'est un changement graphique. Donc, le Proto Air est sorti l'année passée avec Bauer, qui est un bâton en boron, donc une technologie, des matériaux exclusifs à Bauer. Le modèle senior pèse 345 grammes. Donc, à 345 grammes, c'est le bâton le plus léger que Bauer a jamais construit. Ça va arrêter où à un moment donné? Oui, incroyable. J'ai hâte de voir. C'est tellement léger, ça n'a quasiment pas de bon sens. Non, c'est ça. Donc, 345 grammes, construction la plus populaire dans la LNH. Donc, certains joueurs de la LNH, comme tu disais, chez Weber, tu disais un bâton qui a un graphique différent. Certains vont utiliser d'autres graphiques, mais c'est la construction Proto Air que beaucoup de joueurs utilisent chez les pros. Point de flexion bas. Donc, c'est un bâton qui est à édition limitée. Okay. On les reçoit une fois par année, puis on les vend, puis il n'y en a plus. C'est vraiment un bâton extraordinaire. Et on enchaîne avec le Novium de Warrior. Oui, exact. Donc, le Novium 2 Pro de Warrior, qui est une évolution du Novium Pro, une nouvelle série, collection que Warrior a sorti l'année passée. Un bâton très léger, encore une fois, qui est vraiment un bâton de très haute performance, comme les autres bâtons Warrior. Point de flexion mi-hauteur, une construction très populaire également dans la LNH. Puis on sait tous, Warrior, la réputation est faite. C'est un choix judicieux. Exactement. Puis le prochain, puis le dernier aujourd'hui, c'est que le bâton Hazardous de True. Moi, True, de mémoire, c'était surtout l'équipement gardien de but. Puis, à un moment donné, ils ont embarqué dans les patins, puis là, ils ont embarqué dans les bâtons. Puis je pense qu'on a un très bon produit, hein? En effet, Pierre True est reconnu, entre autres, dans le gardien de but. Beaucoup de gardiens de la LNH utilisent leurs produits. Ils font de très bons patins, mais aussi des bâtons, des très bons bâtons. True Temper, qui est le propriétaire de True Hockey, est un fabricant de tiges de golf. Donc, certaines technologies du golf ont été inspirées pour la construction des bâtons True. Celui-ci, c'est le Hazardous 9X4, entre autres utilisé par Mitch Marner des Maple Leafs de Toronto. Un très bon bâton à découvrir. Bien, merci beaucoup, Eric. C'est très, très judicieux comme information. Et je crois qu'il y a des accessoires également que ça prend pour les bâtons, pour l'équipement, tout ça. Tout à fait, Pierre. On a vraiment une panoplie d'accessoires différentes en magasin. Évidemment, le ruban noir, le ruban blanc, les rubans de couleur, mais il y a aussi des produits comme ResTech, qui est une application sur la palette, ou du grip tape met au bout, ou des embouts buttons. Il y a vraiment une panoplie d'accessoires. Merci beaucoup, Eric, encore cette semaine. C'était vraiment judicieux, c'était vraiment le fun. Et on se revoit la semaine prochaine. On va parler de patins. Merci, bonne semaine à tous. Cette semaine, Hockey le Magazine a le plaisir de s'entretenir avec Zachary Aymon, gardien de l'organisation du Canadien, qui évolue avec les Lions de Trois-Rivières, pour revenir sur son parcours qui l'a mené vers le hockey professionnel. Zachary, d'abord, merci d'être avec nous. Merci à toi. Apprécié. Quand je te parle de hockey mineur, quand je te mentionne ces mots-là, c'est quoi les premiers souvenirs qui te reviennent? Je pense que tu es un gars de Saint-Cyprien. Oui. Comment ça a commencé pour toi, le hockey? Moi, ça a commencé, mon père était gardien de but. Ça a commencé que j'allais à l'aréna, j'allais le voir jouer. Ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. J'adorais aller le voir. Puis par la suite, j'ai commencé à apprendre à patiner. Évidemment que je voulais être gardien. Mon père m'a dit sois au moins un joueur une année, tu sais, apprendre comme il faut à patiner et tout ça. Donc j'ai joué 1 an, puis dès l'âge de 5 ans, j'ai commencé à être gardien. Alors ça a vraiment été 1 an comme joueur, puis tout de suite ensuite gardien à partir de 6 ans, puis tu n'as jamais été autre chose qu'un gardien? Oui, c'est ça. Dans le fond, tout de suite, j'aimais ça jouer, mais je savais vraiment, je voulais être gardien. Puis c'est ça, j'ai jamais, depuis que j'ai commencé à être gardien, là, je suis jamais revenu en arrière. Comment ont été ces années-là quand tu as grandi dans le hockey mineur? Je ne sais pas comment était la réalité à Saint-Cyprien. Est-ce que tu as fait partie des équipes élites? Est-ce que tu as eu à bouger un peu de chez toi pour participer à des équipes d'élite? Comment ça a été? Oui, bien, c'est sûr qu'au début, on n'avait pas nécessairement beaucoup de joueurs. On avait même un aréna qui n'avait pas de glace artificielle, donc j'ai commencé à jouer, on commençait en décembre souvent. Ah ouais? Ça, c'est vraiment quand j'étais plus jeune. Ouais. Par la suite, j'ai commencé à jouer, je pense, dans le Atome, je pense que c'était 2C. J'ai même, ma deuxième année à Atome, j'ai dû aller dans le Pee-Wee 2C parce que c'était, justement, chez nous, le niveau était un petit peu moins élevé. Puis par la suite, j'ai dû commencer à jouer à Rivière-du-Loup, qui était environ juste, c'était 45 minutes de chez moi, c'était pas trop pire. J'ai joué dans le Pee-Wee 2A, Bantam 2A, parce qu'on n'avait pas de 3 dans le Bas-Saint-Laurent.
Donc, ça a été mon parcours là, qui m'a mené jusqu'au Midget 3. Jusqu'au Midget 3, puis éventuellement même jusqu'à la LHJMQ. Tu as joué avec les Huskies de Rouyn-Noranda en très grande majorité dans ta carrière. Tu as gagné un championnat là-bas où tu avais eu d'excellentes statistiques cette année-là. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de tes années dans la LHJMQ avec les Huskies? C'est des souvenirs incroyables. Je pense que ça a été, jusqu'à maintenant, probablement mes plus belles années dans le hockey. Le hockey professionnel, c'est vraiment le fun, mais c'est quand même une autre game. Dans le junior, avec tes amis, c'est plus léger un peu. C'est une ambiance qui est différente, mais c'est sûr qu'une année où est-ce qu'on a eu autant de succès, c'est quand même assez difficile de ne pas avoir de plaisir, puis comme j'ai dit, c'est mes plus beaux souvenirs. C'est l'année 2019 où vous avez gagné, je crois, avec les Huskies. Je suis certain que tu vas te rappeler de cette année-là. Tu avais été repêché un an plus tôt, en 2018, par les Sharks de San Jose. On se promène quelques années plus tard. Maintenant, tu es ici avec les Lions. Mais qu'est-ce que tu gardes comme souvenir du moment du repêchage puis du début de ton arrivée professionnelle dans l'organisation des Sharks? Premièrement, le repêchage, ça a été une journée inoubliable. C'était un rêve. Quand tu es jeune, tu regardes ça à la télévision. De pouvoir être là en personne, entendre mon nom, ça a été... je pense que pendant quelques minutes, j'ai même pas de souvenirs parce que j'étais un peu sous les émotions. Mais, est-ce que tu t'attendais à ce que les Sharks te repêchent? Est-ce que tu avais eu un bon lien avec eux à l'époque? Oui, quand même. J'avais eu un entretien avec eux même la journée avant le repêchage. Donc, je savais qu'il y avait de l'intérêt à ce niveau-là. C'est des moments que c'est certain que j'oublierai jamais. Parlons-en justement de maintenant, tu es au Québec. L'an dernier, tu as eu une saison un peu particulière. Je pense que c'est peut-être pas la saison que tu aurais voulu avoir, une grosse blessure à la hanche qui t'a presque privé de toute ta saison. Je sais que tu as eu des problèmes avec ça. D'abord, comment tu vas? Puis deuxièmement, comment tu approches cette nouvelle saison-là? Oui, bien, premièrement, la bonne nouvelle, c'est que présentement, je suis à 100 je suis en santé. C'est ce que je voulais en début de saison. Je voulais être prêt pour commencer la saison. Donc, à ce niveau-là, ça va super bien. C'est sûr que l'an dernier et l'année précédente, ça a été 2 années difficiles où est-ce que j'ai pas pu nécessairement jouer beaucoup. 2 opérations aux hanches. À mon âge, c'est sûr que c'est peut-être pas ce qu'on souhaite. Mais en même temps, tu peux te dire maintenant c'est fait, puis on peut regarder vers l'avant. C'était quelque chose qui traînait quand même depuis quelques années. J'attendais un peu. Il n'y a jamais un bon moment, mais tu essaies de savoir quand tu dois prendre cette décision-là. Puis pour moi, je t'ai rendu là. Puis maintenant, je suis content que ce soit derrière moi. Puis je peux un peu recommencer, on va dire, à zéro dans le hockey professionnel. Puis maintenant que je suis en santé, on va y aller une étape à la fois, mais je pense que les chances sont quand même de mon côté. Takari, un gros merci pour ton temps. Bonne saison cette année. Je te souhaite d'avoir du succès puis de rester en santé, de pouvoir jouer le plus de matchs possible. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour ce 2e épisode de la saison de Hockey le Magazine. La semaine prochaine, on vous présente une entrevue avec Amy Fecteau qui tentera à sa première année de se faire une place avec la formation new-yorkaise dans la LPHF. On aura également notre premier segment de la saison avec notre collaborateur de longue date, le docteur en psychologie du sport, Sylvain Guimont, qui sera avec nous, de même que nos capsules hebdomadaires du trio hockey et de Collègue Édition. À la semaine prochaine! Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par la plus grande dynastie. En vente partout dès le 21 novembre.